contraste avec les célébrations et les remerciements du parti au pouvoir. UNI va former un nouveau gouvernement. UNI va désigner le président du Conseil des ministres. UNI va choisir le président de la République. Un agenda bien chargé pour une 5e République et un régime parlementaire qui continue de faire polémique. Nous ne pouvons pas s'associer à l'application de la Constitution adoptée par coup de force, brandit Brigitte Adjamagbo-Johnson, candidatrice de la DMP. La 5e République ne risque-t-elle pas d'être à nouveau une république dominée par des querelles politiciennes et des débats sans grand égard pour les populations, au moment où ailleurs on parle plus de tourisme, de culture, de livres, de métro, de train ou encore de parcs d'attractions? L'une des dernières attractions du pays prend des buts de toutes parts. Le football s'est offert une nouvelle désillusion au Ghana, en attendant peut-être un regain avec les éperviers seniors convoqués pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Notre invité est Brigitte Adjamagbo-Johnson, secrétaire générale de la CDPA, coordinatrice de la DMP et désormais députée à l'Assemblée nationale. Les contacts du D12 sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. L'émission est mise en onde par Marie Freitas. Madame, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien et j'espère qu'il en est de même pour vous aussi. Je vais très bien également. La dernière fois que vous étiez ici, vous portiez seulement 2 titres, coordinatrice de la DMP et puis secrétaire générale de la CDPA. Il s'est ajouté un dernier titre, député à l'Assemblée nationale. Comment vous portez tout ça? Ben, vous imaginez que on se sent encore plus responsable et on sent davantage un peu comme une obligation de résultat pour arriver à transformer le Togo dans le sens désiré par l'immense majorité des Togolais qui veulent un Togo démocratique, un Togo prospère qu'ils construiront ensemble, un Togo juste et un Togo dans lequel les richesses seront partagées équitablement. J'ai parlé tantôt de titre, c'est clair qu'on peut vous désigner comme présidente de la coordination au niveau de la DMP ou encore tout simplement secrétaire général. Mais en fait, certains préfèrent qu'on les appelle honorables une fois qu'ils sont à l'Assemblée nationale. Vous, parmi tous ces titres-là... Je voudrais vous dire que je préfère tout simplement que vous m'appeliez Kafu Adjamagbo-Johnson. Et si vous voulez être conforme à la loi, à notre constitution, elle dit que les élus à l'Assemblée nationale sont des députés. Les titres ronflants, je n'en ai pas l'habitude, ça ne cadre pas avec ma personnalité. Donc appelez-moi tout simplement Kafu Adjamagbo-Johnson. Mais cette humilité, ce qu'on peut appeler humilité, tranche avec ce qui est de pratique dans les pays africains, puisque sur les plateaux, parfois, quand vous désignez certains par leur nom directement, ils s'étonnent. Que dans les pays africains, vous avez dit, et ce n'est pas parce que c'est une pratique dans les pays africains qu'il ne faut pas l'améliorer ou l'abandonner quand elle n'est pas bonne. Un élu n'est pas devenu une personne extraordinaire, donc il faut que nous apprenions justement en tant qu'hommes et femmes politiques à être comme tout le monde. Voilà. Nous parlerons sans doute longuement de politique, puisque c'est pour cela que vous êtes là. Mais actualité obligée, quand je parle d'actualité, vous savez très bien que ce dimanche, ce n'est pas une journée ordinaire. Les femmes sont à l'honneur une nouvelle fois, les femmes qui sont mères. Et vous, vous êtes également mère. Que représente pour vous, Brigitte Adjamagbo-Johnson, la fête des mères, cette journée dite fête des mères? Permettez-moi tout d'abord d'avoir une pensée pour mes compatriotes qui sont sinistrés depuis les dernières pluies. Vous avez évoqué ça tantôt dans votre introduction. Je voudrais avoir une pensée pour toutes ces familles-là. Et j'imagine encore la charge que va représenter ce sinistre-là pour les femmes dans ces ménages-là qui sont touchés. Et je voudrais leur dire toute ma compassion et faire une demande. La demande, c'est que
on prenne rapidement des mesures pour assister toutes ces familles. C'est vrai, on dira qu'il y a un centre qui est construit pour les sinistrés, mais vous savez que toutes les personnes touchées ne peuvent pas aller là-bas et elles ne désirent pas forcément être là. Il est urgent que les services compétents se mettent dès demain à voir quoi faire pour venir en assistance à ces familles-là qui sont bouleversées par ce sinistre, de manière à ce qu'elles puissent reprendre une vie tout à fait normale. Ce n'est pas une faveur, c'est ce qui se fait dans tout pays où l'État se sent responsable des citoyens. Agir dans ce sens fait partie des services que tout citoyen est censé attendre de l'État et des services qui développent le sentiment d'appartenir à une grande communauté. Au-delà de cette assistance qu'on pourrait leur apporter pour que ces familles puissent reprendre une vie normale, je me demande pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on n'anticipe jamais sur ces problèmes qui sont connus? On sait que dès qu'on a les premières pluies, eh bien, il y a des familles qui sont touchées. On sait qu'il y a un problème d'assainissement qui n'est pas encore réglé. Alors pourquoi, en attendant de trouver des solutions durables à l'urbanisation et à l'assainissement dans la ville de Lomé, qui est quand même la capitale de notre pays, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas trouver des solutions provisoires qui mettent les citoyens à l'abri de ces souffrances? Je les ai vus dans les vidéos. J'ai vu des citoyens cherchant à préserver des biens et marchant dans l'eau qui leur arrive pratiquement aux épaules. Je suis très touché par ces images et par ce qui arrive à mes concitoyens togolais. Et c'est un appel que je lance afin que le plus rapidement possible que des actions soient menées de concert avec les mairies pour que nos citoyens retrouvent une vie normale. Ceci étant, oui, vous avez évoqué la fête des mères et je voudrais souhaiter une très bonne fête à toutes les femmes, qu'elles soient mères ou non. Qu'elles soient mères ou non, elles méritent que cette journée leur soit réservée parce qu'elles jouent un rôle clé dans la pérennisation de nos sociétés. Ce n'est pas facile d'être épouse et d'être mère. Ce n'est pas facile d'être le pilier de ces milliers de familles, le pilier qui assure les soins au quotidien, les soins normaux, en cas de maladie, et qui s'assure que les enfants sont scolarisés et sont en état d'aller à l'école au quotidien pour assurer leur formation et préparer leur avenir, qui, quelle que soit la situation, sont obligés de faire en sorte que, de retour du travail ou de l'école, que les enfants, que le mari aient le minimum qu'il faut à manger au quotidien par ces temps durs. Eh bien, ce n'est pas facile. Je voudrais vous féliciter, mesdames, vous féliciter et prier que Dieu nous accorde la force et le courage de continuer à assumer
ce rôle clé, ce rôle indispensable pour la pérennisation de nos familles et de notre société. Ah, vous écoutez, c'est clair que ce n'est pas facile d'être mère, mais vous, particulièrement, au-delà de votre statut de mère, vous êtes également acteur politique. On sait que vous êtes sur cette scène depuis plus d'une trentaine d'années, et puis vous êtes également défenseur des droits de l'homme. Comment est-ce qu'on arrive à vivre alors sa vie de mère, d'épouse, dans des situations pareilles où on est engagé de gauche à droite? Avant de répondre à votre question, j'aimerais rappeler que ces femmes sont à féliciter, à encourager, d'autant plus que c'est un rôle qui est assumé gratuitement. C'est un rôle qui n'est pas forcément valorisé, qui n'est pas rémunéré. C'est souvent qu'on entend les femmes elles-mêmes et bien d'autres dire je suis femme au foyer, elle est femme au foyer, comme si être femme au foyer n'était pas une des fonctions les plus vitales pour notre société. Et donc, chapeau, mesdames. Alors, vous me demandez comment on arrive à combiner, à concilier tous ces rôles. Je pense qu'on doit les concilier. On doit les concilier, sinon on serait obligé d'admettre cette division du travail qui pénalise les femmes, qui ne valorise pas les femmes et qui veut que les femmes restent au foyer pendant que les hommes sont valorisés dans la société et sont censés aller ramener le pain quotidien, ce qui n'est plus possible aujourd'hui. Les hommes tout seuls ne peuvent pas ramener le pain quotidien. Donc, qu'on soit femme politique ou femme exerçant une profession en dehors du foyer, et il faut relever ce challenge-là, ce défi de pouvoir concilier ces rôles. Et ça demande beaucoup d'organisation. C'est de plus en plus pesant pour les femmes. Et c'est pour ça qu'il faut, en ce jour, lancer un appel aussi aux hommes pour qu'ils comprennent la nécessité de rentrer dans cette logique-là de partage des responsabilités domestiques qui n'ont rien de dénigrant, mais au contraire, qui sont gratifiants aussi. Parce que je dois dire que ce qui nous fait tenir, ce qui fait tenir beaucoup de femmes, même si on n'est pas payé, c'est la satisfaction morale que nous avons de voir que nous contribuons à faire grandir et à ennoblir des êtres humains, nos enfants, nos maris et les autres membres de la famille. Donc c'est quelque chose de très gratifiant, mais il se fait que nous sommes arrivés à un stade où d'abord l'exercice d'une profession en dehors du ménage est de plus en plus exigeant, ça prend davantage de temps et on a besoin qu'il y ait cet esprit-là de partage des responsabilités. Je voudrais qu'on s'attarde quelques instants sur ce que vous venez de dire. Restons dans le concret. Là, allons dans un foyer. Et les travaux domestiques, c'est quoi pour vous et c'est quoi les partages éventuels à faire? Et quand, par exemple, la femme est à la cuisine, que doit faire l'homme? Eh bien, l'homme peut aider à la cuisine, aider à éplucher les légumes, aider à accomplir des tâches qui n'ont pas besoin de connaissances spécialisées. On a l'habitude de former les femmes dès leur bas âge à faire la cuisine. Et donc, bon, même si ça doit changer, moi je pense que ça doit changer. Depuis le bas âge, il faut éduquer les filles et les garçons de la même manière.
les garçons doivent eux aussi apprendre à faire la cuisine. Mais bon, il y a une transition à faire parce que jusqu'ici, la majorité des hommes d'aujourd'hui n'ont pas été éduqués de cette façon. Mais ils peuvent très rapidement, pendant que madame fait la sauce, eh bien, aider à éplucher les légumes, aider à chauffer l'eau pour la pâte ou le riz, aider à la répétition, hein, à aider les enfants à faire leurs devoirs, à apprendre et restituer leurs leçons. Il y a beaucoup de choses. L'homme doit s'occuper d'une certaine manière. S'il y a un enfant qui fait la fièvre et qui a besoin qu'on garde l'œil sur lui, bon, aider à s'occuper de cet enfant et mettre fin vraiment à cette image-là de la femme aux 1000 bras qui doit tout faire à la fois et que nous avons l'habitude d'utiliser. Mais c'est comme ça en train de dire, madame, est-ce qu'on peut dire que ça fait partie de vos combats également? Absolument, ça fait partie de mes combats et nous avons, depuis le début des années 90 et plus précisément en 92, je parlerai de l'organisation de droits de femmes que je connais, que j'ai cofondée avec des collègues et amis, le GFDD. Nous avons compris la nécessité non seulement de former tout le monde, et les hommes et les femmes, aux droits des femmes, mais de les sensibiliser de manière à ce qu'ils puissent percevoir les questions de genre, ce qu'il y a comme écart hein, entre les hommes et les femmes, tout ce qu'il y a, ça inclut tout ce qu'il y a comme charge qui pèse principalement sur les femmes pendant que les hommes, quand vous revenez tous du travail, eh bien l'homme peut se mettre devant sa télé, écouter sa radio, poser les pieds sur la table au salon et attendre que la femme toute seule se démène pour préparer le repas. Et on a une image, si j'avais su, je l'aurais amenée, qui est parlante. Vous voyez une femme qui s'occupe de l'enfant autour. Vous la voyez en train de laver celui qui est un peu plus grand. Et en même temps, en train de surveiller le repas qui est au feu. Mais c'est vraiment la femme aux 1000 bras. L'image parle d'elle-même. Et nous l'utilisons pour former les hommes et les femmes. Et ça passe. Tout le monde comprend qu'il y a quelque chose à faire. Et on peut se réjouir d'avoir des hommes qui sont des champions des droits des femmes. Et je veux rendre hommage à un homme en particulier, je ne sais pas où il est en ce moment, Cyril Komlan, qui, dans l'histoire de la lutte pour les droits des femmes, qui a été secrétaire exécutif du GFDD et donc diriger le centre de recherche d'information et de formation, mais qui à la fin défendait mieux, parlait mieux, expliquait mieux ces questions de droits de l'homme que les femmes que nous sommes. Et donc, il est devenu tellement engagé au point où, quand il y a des réunions, des rencontres, nous disons non, Cyril, c'est toi qui vas y aller, c'est pas nous. Et donc, ce dont nous parlons, c'est quelque chose de réel. Et c'est quelque chose qu'il faut comprendre pour transformer dans le bon sens nos sociétés et faciliter la vie. En ce dimanche, fait demain, madame, vous rendez hommage donc à Cyril Komlan, qui s'est battu pour les femmes, pour les droits des femmes. Est-ce qu'on ne peut pas dire ou on ne peut pas faire la même chose pour le chef de l'État du Togo, Faure Gnassingbé, qui, dans une certaine manière aussi, se bat pour que les femmes du Togo soient de plus en plus en avant? Bon, le constat, c'est ça. Il y a des femmes au poste de responsabilité. Mais en dehors de ça,
Ce que je réprouve, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire au bénéfice des ménages pour que les ménages soient à l'aise sur le plan social. Et il y a aussi beaucoup de choses à faire pour montrer que quand on demande que les femmes participent aux postes de responsabilité politique, la logique de tout ça, c'est pour qu'il y ait un fonctionnement démocratique dans le pays et aussi dans les ménages pour que tous les Togolais se sentent à l'aise. Et pour moi, la démocratie et les droits des femmes vont de pair. Et c'est pour ça que je ne peux pas me réjouir, mais que j'ai tendance à penser que lorsqu'on veut promouvoir les femmes à des postes de responsabilité, mais qu'on est contre la démocratie, on résiste à la démocratie, on viole tous les jours les droits de l'homme, on refuse de respecter et d'agir concrètement pour que les droits socio-économiques des citoyens soient effectifs, eh bien, je dis que on manipule, on instrumentalise la participation des femmes aux prises de décision. Mais ce que vous dites, c'est ce que je dénonce. Mais ce que vous dites là, est-ce que c'est pas un peu exagéré quand on sait très bien qu'aujourd'hui au Togo, elles sont beaucoup à occuper des postes de responsabilité et de premier plan quand même. Oui, j'en fais. Est-ce qu'on peut parler d'instrumentalisation? Mais en quoi ça transforme véritablement notre société? En quoi ça concourt à faire du Togo un pays plus démocratique où les Togolais se sentent à l'aise? En quoi accéder à ces postes de responsabilité a donné une opportunité pour ces femmes-là d'améliorer le quotidien des femmes et de contribuer à donner un sens aux Togolais que les libertés fondamentales sont respectées. Moi, je vous repose la question. Non, pour vous, parce que ma position est que ça n'a rien changé sur ce plan. Et c'est aussi ça qui amène à dire qu'on instrumentalise la participation des femmes aux postes de responsabilité politique. Je reste toujours avec les femmes, puisqu'on sait très bien que depuis vendredi, une femme du Togo, qui est députée à l'Assemblée du Togo, Madame Maïmonatou Ibrahima, est devenue présidente du Parlement de la CEDEAO. N'est-ce pas là aussi une très bonne nouvelle pour l'ensemble des femmes du Togo, au-delà des femmes du Togo, y compris le chef de l'État? Ce sera vraiment une bonne nouvelle si on voit que l'accès à ce poste sert vraiment les intérêts des Togolais. Et que ça va dans le sens, et ça traduit l'adhésion véritable à un fonctionnement démocratique. Moi, il y a quelque chose qui ne m'a pas échappé. J'ai vu ces images, c'est très beau, et j'ai écouté la prestation de serment, où il était question de servir de manière indépendante et de ne céder à aucune pression. Sauf que tout de suite après, quand notre sœur a pris la parole, eh bien, elle n'a pas pu se référer à la volonté du chef de l'État et le remercier comme si ce poste-là, elle le devait principalement à lui. Mais la contradiction, c'est que vous venez de prêter serment pour agir de manière indépendante. Et vous montrez tout de suite votre adhésion à un individu et qui, de surcroît, est réticent à instaurer la démocratie dans son pays. Vous savez, Pierrot, je fais cette analyse-là sans aucune... ça n'a rien de personnel, ça n'a rien d'attaque personnelle, mais on doit se dire la vérité si on veut que le Togo avance. Vous voulez dire tout simplement que dans la même posture, vous par exemple, cadre ou militant du parti au pouvoir, élevé à ce poste au niveau de la CEDEAO, vous ne remercierez pas le président du Togo? Mais pas forcément. Pourquoi? Pourquoi faut-il le remercier?
C'est lui qui l'a élu député parce qu'il s'agit de présider un parlement de la communauté. C'est lui. Et ce parlement est censé coexister avec l'exécutif dans lequel sont représentés les chefs d'État et qui supervisent la commission de la CEDEAO. Donc, vous faites du coup allégeance à cet exécutif-là par rapport auquel vous êtes censé agir de manière indépendante. Tenez, dans cette crise-là que nous connaissons et dans les pays du Sahel et qui a amené, après le coup d'État du Niger, à sanctionner le Niger, à prendre des mesures drastiques, vous avez bien vu que même le président du Parlement de la CEDEAO s'est prononcé et a critiqué la décision prise par l'exécutif et a fait observer que eux, en tant que législateurs, n'ont même pas été consultés, donc revendiquer le droit qu'ils avaient de dire leur point de vue. Alors quand vous êtes déjà dans cette posture de faire allégeance à celui qui représente votre pays dans l'exécutif, vous pensez que vous pouvez réagir de manière aussi indépendante que ce monsieur qui a dénoncé ce qui a été fait pour le Niger et qui a dit qu'il est contre? Donc votre conseil, c'est appeler votre collègue, puisqu'elle est également à l'Assemblée nationale, à plus de neutralité ou à plus d'indépendance. Habiter, il faut qu'elle habite et incarne véritablement cette indépendance-là et qu'elle se départisse de certaines habitudes. Parce que les Africains sont exigeants. Les Africains sont exigeants maintenant. Ce qui est en jeu, ce n'est pas... sa fonction est une fonction régionale. Donc, ce ne sont pas les Togolais uniquement qu'on a l'habitude de soumettre, de brimer, qui sont là-bas et à qui elle est redevable. Mais je voudrais lui rappeler que c'est à tous les peuples de la sous-région. Et il faut qu'elle s'attende. Si elle ne fait véritablement pas preuve d'indépendance, si elle ne fait pas œuvre utile, eh bien, il y aura des critiques énormes. Et ce serait regrettable pour le Togo. C'est là où ça n'honorerait pas le Togo. Donc, il faut sortir de cette politique-là du Togo qui a besoin de changer. Nous venons de passer avec vous, madame, 30 minutes. Je rappelle aux auditeurs que notre invité, c'est Brigitte Adjamago-Johnson, qui est désormais députée à l'Assemblée nationale. Madame, certains ont pu clamer cette semaine, enfin. Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez? Vous êtes devenue députée à l'Assemblée nationale. Et on a lu beaucoup, écrit, enfin. Enfin? Pourquoi? Enfin, c'est une étape de la lutte que je mène depuis plus de 30 ans et dont je suis fier et que j'entends poursuivre jusqu'à ma mort, quelle que soit la position dans laquelle je serai. Et donc, je ne comprends vraiment pas. Pour vous, c'est donc enfin, oui, c'est enfin, en fait, moi j'ai compris, puisque j'ai lu un certain nombre de tests, que finalement vous avez un mandat électif là. Mais en fait, quand on vous écoute là sur vos explications, c'est que ce n'est qu'une étape. Vous visez beaucoup plus que ça. Je vise un objectif, c'est transformer ma société, transformer mon pays, en faire véritablement un pays démocratique où il fait bon vivre et un pays développé, prospère. Voilà. Je ne vise pas des postes qui ne sont pas une fin en soi. Et avec vous, Pierrot, c'est difficile. Le rythme est tellement rapide que même quand on avait des choses, on a prévu de dire des choses, on finit par les oublier. Non, mais moi je vous laisse le temps. Allez-y. Et permettez-moi à ce stade
d'avoir aussi une pensée pour nos enfants. Nos enfants qui sont emprisonnés depuis quelques jours et qui, selon les informations, doivent être jugés mercredi. Je voudrais dire qu'une société qui juge ses enfants pour ce genre d'actes qu'ils ont posés ne présente pas une bonne image. Jamais, jamais nous n'avons entendu dire que dans un de nos pays africains, que des enfants aient été arrêtés et jugés pour je ne sais quelle raison, alors que le fait qu'ils ont commis, c'est de donner leur avis sur un acte précis qui a été posé par les dirigeants. Ça va à l'encontre du droit des citoyens de participer à la gestion de la chose publique, un droit qui est reconnu aussi aux enfants et aux jeunes. Et donc, je voudrais demander avec insistance et prier par humanisme ceux qui détiennent le pouvoir de libérer ces enfants-là, et plus précisément le premier responsable de ce pays, pour qu'ils soient libérés et qu'ils puissent commencer leurs examens. Nous savons tous que les examens commencent mardi et il y en a au moins un qui doit aller au probatoire. Vraiment, ce serait inhumain, vraiment inhumain que on prive ces enfants-là du droit, de l'opportunité de passer leur examen cette année. Vous savez ce que ça représente pour des parents d'élever des enfants toute une année aujourd'hui, envoyer des enfants à l'école, les suivre, les accompagner jusqu'à ce qu'ils arrivent en fin d'année. Et pour ce qu'on peut, à la limite, s'ils ont tenu des propos qui ne sont pas acceptables, au moins qu'on regarde le fond, qu'on regarde tout l'investissement que les enfants, que les parents ont fait, et qu'on regarde les conséquences que la perte d'une année scolaire pourrait avoir sur l'évolution de ces enfants, et qu'on agisse en père et mère de famille pour dire, ces enfants, libérons-les pour qu'ils aillent passer leurs examens. C'est quelque chose qui me ronge et c'est inacceptable en tant que parent. Et je voudrais apporter toute ma sympathie et ma compassion aux parents de ces enfants-là et espérer que ces enfants, dans les heures à venir, pourront être en situation d'aller composer mardi. Je vois toute votre émotion concernant cette situation. C'est vrai que c'est une situation qui embarrasse plus d'un à 48 heures du début du probatoire. Nous espérons aussi, surtout que l'appel que vous venez de lancer sera entendu. Et aussi, peut-être aussi un autre appel à appeler à peut-être à plus de prudence, à plus de retenue, à faire plus attention sur les réseaux sociaux. Oui, il faut utiliser les réseaux sociaux de manière responsable, mais il ne faut pas se servir aussi de lois qui existent pour bâillonner les citoyens. Et empêcher qu'ils ne se servent de cet outil merveilleux pour faire évoluer leur société. C'est ce que tout le monde veut. C'est ce que nous avons, nous rêvons tous de vivre dans un Togo meilleur.
Personne ne s'engage dans un combat pour détruire notre pays. On ne peut pas. Si nous détruisons notre pays, nous irons vivre où? C'est ce qu'il faut comprendre. On a noté, madame, et nous allons retourner à l'Assemblée nationale, puisque, vous savez, vous étiez mardi à cette Assemblée, et une image de vous a circulé, beaucoup de gens l'ont commenté diversement, votre photo avec ce sourire. Mais, madame, racontez-nous un peu l'histoire de cette photo. Il y a eu plusieurs photos Il y a une qui photo. ont circulé, mais il y en a une dans laquelle j'étais en train de sourire. Eh bien, laissez-moi vous dire, je suis entré dans cette assemblée avec un sens profond du devoir et de la responsabilité. Et dans mes entrailles, j'en ressentais l'effet. Et à un moment donné, il y a de vos collègues que j'ai reconnus, il y avait plein de photographes qui me disent « Ah, bonjour madame ». Je dis « Ah bon, c'est vous, comment ça va ?» et tout. Et c'était à lui que j'étais en train de sourire. C'est avec lui que j'étais en train d'échanger. Parce que je me disais « Oh, enfin voilà une figure familière et une figure qui rassure. » Voilà. C'est tout l'histoire de cette photo. Quant aux commentaires qu'on en fait, vous savez, Pierrot, quand on agit sur la base de convictions profondes et avec la conscience qu'on respecte ses convictions et qu'on est en proximité, en harmonie avec le peuple, je vous assure que de par ma nature, aucune injure, aucun commentaire médisant ne m'affecte. Je garde le cap parce que je sais où je vais, je sais ce que je fais, donc rien ne me dévie de votre explication. De votre explication, voilà. On peut dire qu'à un moment donné, vous vous êtes senti sous pression, peut-être dépaysé, quelque part où vous n'avez pas l'habitude d'être. Est-ce que, là, sur, je ne sais pas combien de temps la séance a duré, est-ce que vous vous êtes senti, à un moment donné, un peu bousculé, sous pression et peut-être sereine? Comment est-ce que vous vous êtes senti durant toute cette session qui a eu lieu, ou cette séance qui a eu lieu mardi? Non, j'ai habité cette nouvelle fonction-là de député avec la conscience que je représente des voix et que je suis redevable à ces Togolais qui m'ont fait confiance. Et donc, j'ai beau être en minorité, je prendrai toute ma place. Je prendrai toute ma place. Personne ne me fera taire. Personne ne me brimera. Vous le savez, je n'ai pas l'habitude de me laisser brimer. Donc, oui, j'étais entouré d'une forêt, pour emprunter les termes d'un autre de vos confrères, d'une forêt de Togolais qui ne sont pas du même camp que moi, qui ne partagent pas les mêmes valeurs que moi, mais j'ai conscience que je dois exister, que je dois représenter les Togolais qui m'ont fait confiance et qui m'ont élu, et qui, j'en suis sûr, ont élu beaucoup plus de députés DMP. L'image qui... Je me sens comme une rescapée. Une rescapée. Une rescapée qui va assumer ses responsabilités. Et quand on a regardé un peu les images, on vous a vu seul quelque part, et puis toute cette assemblée où tous ces représentants du parti au pouvoir, on peut se poser beaucoup de questions. Certains se l'ont posé, elle cherche quoi là-bas? Et le débat a continué sur la représentation ou non des députés de l'opposition à cette assemblée-là. Aujourd'hui, vous y êtes et vous tenez à y être. Comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure option? Je l'explique par le fait qu'on ne doit laisser aucune opportunité, aucune tribune de combat. Et je suis convaincu
Et je voudrais que les autres Togolais qui ne partagent pas la même idée que moi comprennent une fois pour toutes que c'est ensemble que nous allons réussir cette lutte-là. Je vais occuper cette responsabilité, assumer ce choix que les électeurs ont porté sur moi, mais je crois fermement que toute l'opposition, dans toutes ses composantes, doit travailler ensemble. L'opposition parlementaire et l'opposition extra-parlementaire. De même que la société civile, qui a conscience de son rôle pour un Togo meilleur, c'est ensemble que nous devons travailler. Donc, arrêtons ce débat-là et retrouvons-nous très rapidement pour bâtir une stratégie qui permette à chacun, à la place où il se trouve, d'apporter sa contribution. C'est dans cet esprit et en même temps par sens de redevabilité envers les Togolais que très rapidement nous avons organisé notre première conférence de presse au lendemain de la rentrée parlementaire pour déjà informer les Togolais de ce qui se passe et de ce qui va se jouer et en même temps passer le relais pour que ensemble avec la communauté des partis de l'opposition qui veulent le changement, nous discutions de comment mener ce combat pour emmener le régime à comprendre que tout ne peut être fini. Le coup de force qu'on croit avoir fait ne peut pas être considéré comme définitif. Que nous avons besoin de nous asseoir, et je l'ai dit dans l'interview que j'ai donnée à vos confrères au sortir de la session de droit, que cette assemblée-là, nous avons la responsabilité de régler le problème de la Constitution promulguée le 6 mai 2024 et de faire en sorte qu'il y ait véritablement réconciliation nationale. Notre rôle, ce n'est pas d'appliquer une constitution qui est conflictuelle. Et c'est la déclaration que nous avons eu à faire devant la commission qui a travaillé sur le règlement intérieur, qui continue de travailler. Nous aurons le temps de parler de la constitution, de la nouvelle constitution, puisque vous avez dit quelque part que ça va être un de vos combats aussi. Mais vous savez, l'actualité, c'est que vous vous êtes retrouvés à l'Assemblée nationale seulement avec les députés de l'ADI et dans le même temps, les députés FD et ANC n'y étaient pas. Et clairement, pour l'ANC, il n'est pas question de cautionner ce qu'ils appellent l'immoralité. Est-ce que vous comprenez leur position? Ah ben, je comprends, parce que l'immoralité, nous aussi, on l'a dénoncé. On a dit, c'est des contre-valeurs. Ce régime bâtit ses stratégies pour se maintenir sur des contre-valeurs. Et porte énormément préjudice à notre société, à cette jeunesse conforme, hein, dans l'idée que aujourd'hui, eh bien, ce qui compte, c'est de gagner facilement de l'argent en exécutant des commandes qui sont des commandes répréhensibles sur le plan moral, tout comme sur le plan légal. Aujourd'hui, on ne valorise plus le travail, on ne valorise plus l'effort, on ne valorise plus la parole donnée, l'importance de la parole donnée. Ce à quoi nous tenons véritablement à la CDPA et aussi à la DMP. À la DMP, nous, notre hymne à la CDPA dit que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Mais on veut totalement pervertir cette société.
Et c'est quelque chose de répréhensible. Mais c'est parce que c'est répréhensible, justement, qu'il ne faut laisser la moindre petit espace où on peut avoir droit à la parole. Bien, merci, madame. Et s'élever contre cette... Merci beaucoup, madame. Je rappelle que c'est notre invité du jour, Brigitte Adjamagbo Johnson, la coordinatrice de la DMP, secrétaire générale de la CDPA, députée à l'Assemblée nationale. Les auditeurs ont la possibilité, à partir de cet instant, eux aussi, de participer à l'émission, comme c'est de tradition. Nos numéros sont 70 43 09 70 et puis 96 50 34 37. Le technicien du jour, c'est Romaric Freitas, c'est lui qui va se charger de me transmettre les appels des auditeurs. Il me fait signe qu'il y a un premier auditeur. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Comment vous appelez? Pelé. Allô? Oui. Oui, c'est Pelé. Oui, Pelé, vous êtes à l'antenne. Pelé, allez-y. Ok, je salue madame. Bonjour, Pelé. Ok, d'abord, je salue les femmes en ce qui concerne l'affaire des mères. Je souhaite une bonne fête à nos mamans pour qu'elles soient avec nous. Ce que je voulais dire tout à l'heure, je voulais soutenir ce que madame a dit par rapport à ce qui s'est passé depuis hier, avant-hier, l'inondation. C'est pour dire qu'à l'Assemblée, aujourd'hui, madame doit savoir qu'il y a des travaux à faire. Ce n'est pas de rester. Et automatiquement, je pense qu'il faut aider cette population-là à créer une commission automatiquement à l'Assemblée pour sortir, pour aller vers cette initiative-là. Ça, c'est la première préoccupation que vous devez faire à l'Assemblée nationale. Madame, merci pour le moment. Bien, merci Pédé pour votre passage. Il est clair. Merci. Madame, réaction? Non, je pense que il a raison Pelé. Ce qui se passe sous nos yeux devrait interpeller tout élu. Et c'est pour ça que j'ai lancé l'appel tout à l'heure. Et évidemment, tout ce que cette Assemblée pourra faire, eh bien, en tout cas, on en parlera. On évoquera le problème. Deuxième auditeur, allô? Allô? Bonjour. Allô, bonjour. Comment vous appelez? Joshua. Joshua, vous êtes à l'antenne, allez-y. Oui, bonjour madame. Bonjour, chers compatriotes. Comment ça va? Ça va bien, merci, et vous-même? Ok. Moi, j'ai une petite question pour vous. Oui. Ça concerne votre présence à l'Assemblée mardi passé, je crois. Oui. Et ça a encore amené un débat entre ceux qui ont voulu siéger et ceux qui ne veulent pas siéger. Maintenant, moi, j'aimerais vous demander, est-ce que vous-même, opposants, est-ce que vous allez concerter pour définir une position commune concernant le fait d'aller ou ne pas aller? Sinon, moi, ce que moi j'ai vu, l'Assemblée actuellement présente une figure très très belle. Si vous allez, c'est bon. Même si vous n'allez pas, il n'y a plus quelqu'un qui va encore prendre. Et l'uni sera seul. Mais toutefois, il faut que vous vous concertez pour définir une position unanime. Quoi. Sinon, ça amène encore des problèmes là et nous sommes encore divisés. C'est pour ça que j'aimerais poser la question pour savoir si vous êtes concertés. Merci, madame. Bien, merci. Joshua pour votre intervention, madame. Merci beaucoup. Merci aux compatriotes Joshua. La question qu'il soulève est une question très importante. C'est important parce que, de manière générale, quand on analyse la situation du Togo en ce moment, j'avais dit tout à l'heure que l'Assemblée a un rôle à jouer pour qu'on retrouve une certaine cohésion sociale. Mais ce besoin de cohésion qui, d'après moi, passe minimalement par une concertation nationale pour qu'on trouve des solutions à la question de la Constitution, eh bien, ce besoin de cohésion se pose pour l'opposition aussi. Et donc,
c'est normal qu'il cherche à savoir est-ce que nous nous sommes concertés. Ce que je peux lui répondre, c'est que il y a un processus qui est en cours. Il y a eu des concertations bilatérales, trilatérales. On a raté une occasion à la veille de la session de droit de se retrouver à 5, mais les discussions se poursuivent. Et je veux dire qu'il a raison. Il a raison que nous harmonisions nos points de vue. Des efforts sont en train d'être faits dans ce sens-là. Et au-delà même de l'opposition parlementaire, il faut une harmonisation des points de vue aussi. Il faut définir des stratégies communes avec l'opposition extra-parlementaire pour prendre un nouveau départ dans cette lutte que nous menons. Bien, merci madame pour vos éclairages. Après Joshua, nous retournons au téléphone pour notre auditeur. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Quel est votre nom? C'est Gérard. Gérard, allez-y. Oui, je rappelle que ce n'est pas les deux Gérard de madame, hein. Ce n'est pas l'un des deux Gérard de madame, non. Mais c'est curieux, d'autant plus que votre voix semble ressembler à celle de Gérard Jossou. Je me disais, est-ce que c'est pas mon collègue et compagnon de misère qui... Je suis un Gérard unique. Ah. Oui. Alors, madame, bonjour. Bonjour. Je suis fier de vous, de par vos convictions et votre modèle. J'ai deux réactions à votre endroit. Première réaction, c'est celle qui est sociale. Vous êtes une femme de modèle. Quelle réaction avez-vous aujourd'hui quand vous observez vos jeunes sœurs qui, bon, pour la plupart, n'arrivent plus à rester au foyer? Aujourd'hui, nous avons plusieurs familles monogames. Comment vous pouvez expliquer ceci? Moins de choses, rapidement, ces femmes-là quittent le foyer et regagnent la famille. Et dans plusieurs familles, maintenant, nous avons des femmes avec 1, 2, 3 enfants qui sont à la famille et qui sont dans la famille et des fois qui embêtent les femmes de leurs frères. Bon, ça c'est la première réaction. La deuxième réaction, elle est politique. Alors, moi, je me réjouis de votre présence à l'Assemblée, puisque ça fait longtemps que vous menez ce combat. Et à une époque donnée de la vie politique, bon, nous autres, nous avions changé de vision. On accompagnait certains. C'est dans ce pays qu'on a marché plus de 5 ans. Nous n'avions rien obtenu. Et en 2020, il fallait que vous fassiez tout pour avoir un candidat unique. Les autres ont refusé. Pendant ces élections législatives, vous avez mené c'est-à-dire des tractations pour que vous ayez une liste commune. Les gens ont refusé. Les gens ont cru dans ce pays que l'opposition, c'est-à-dire les voix de l'opposition étaient pour eux une propriété privée. Ils ne comprennent pas ce qui fait que, avec ce score qu'ils ont eu, pour eux, c'est comme c'est une honte et ils ne veulent pas cesser. Madame, je vous en prie, formez avec ADI et si FDR veut, vous formez une coalition, bien un groupe parlementaire pour que vous soyez au moins pour dire la parole, le porte-parole en quelque sorte de la grande majorité qui est. Mais si on est, comment on pourrait comprendre ce qui se déroule à l'Assemblée? Merci madame. Bien, merci. Votre combat et ça y est. Merci Gérard pour votre intervention sur la première partie de la question. À propos de vos sœurs qui refusent ou qui ne se retrouvent plus véritablement dans le mariage. Non, c'est vrai que le constat qu'il fait, c'est que on se retrouve de plus en plus avec des familles monoparentales et surtout des femmes qui sont chefs de famille monoparentales. C'est quelque chose que je déplore, mais je pense que ça mérite des analyses.
approfondie pour voir quelles sont les causes profondes de ces situations-là. Et je voudrais exhorter mon compatriote à ne pas considérer de facto ou automatiquement que c'est la faute des femmes si elles se retrouvent dans cette situation parce qu'elles ne sont pas résilientes au foyer. C'est vrai que moi, quand je fais référence à nos mères, elles ont enduré beaucoup de choses. Et je pense que j'ai déjà eu l'occasion de le dire si ce n'est pas ici, en tout cas chez un de vos confrères, où j'ai dit, en me référant à mon cas personnel, j'ai eu un père modèle, mais je veux dire que dans la vie de couple de mes parents, il y a des moments où on voyait que la maman, elle en supportait tellement, elle encaissait tellement de coups que on sentait sa souffrance, même si elle ne voulait pas quitter le foyer parce que pour elle, c'était important. Elle comprenait, elle a compris que pour l'équilibre de cet enfant-là, il faut qu'elle reste au foyer, et coûte que coûte. Mais nous, on sentait, et moi j'avais 10 ans, quand je suis entrée en 6e, en classe de 6e au collège Notre-Dame des Apôtres à Lomé, et c'est quelque chose, c'est un moment que je n'oublierai jamais, parce que c'est la première fois où mon école était vraiment éloignée de chez moi. Au cours primaire, j'étais dans une école du quartier. Et le premier jour où il a fallu partir, la petite fille que j'avais avait une peine et une crainte. C'est que avant qu'elle ne rentre à midi, sa maman qui semblait tant souffrir ne meurt. Qu'on lui dise, maman est morte, maman n'est plus là. Vous parlez de vous là? Je parle de moi. C'est quelque chose qui m'a traumatisé. Et il est arrivé des moments où on a dit à notre maman, on ne veut pas que tu meurs, pars de la maison, va t'installer ailleurs, nous viendrons te voir. Mais elle n'a jamais cédé à ça. Elle nous dit, vous n'avez rien à faire, qu'est-ce que vous avez à vous mêler de ce problème? Tout ce qu'on vous demande, c'est d'accomplir votre devoir d'enfant. Allez à l'école, et travaillez bien, réussissez. C'est tout ce qu'on vous demande. Mais ce n'est pas évident pour les femmes. Je pense que ce qui l'a aidé à tenir, c'est non seulement son éducation, mais sa foi aussi de chrétienne catholique qui l'a amené à s'accrocher à son Dieu. Bon, peut-être que aujourd'hui, il y a eu, nous avons dans notre société un véritable problème. Nous en avons parlé de perte de valeur aussi, mais les conditions de vie sont devenues tellement difficiles que même ceux qui sont aujourd'hui pères de famille, mères de famille, n'ont pas eu la chance de bénéficier d'une éducation solide, n'ont pas reçu une base solide qui leur permette de tenir face aux difficultés. Ça peut expliquer que les femmes cèdent, mais aussi, il ne faut pas mettre de côté le fait que des fois, c'est salutaire. C'est salutaire pour que ces femmes-là retrouvent une certaine sérénité et qu'elles restent en vie, que, bon, elles prennent ces décisions-là. Mais je reconnais que c'est un problème que la société doit régler sans pour autant accuser forcément les femmes qui se retrouvent dans cette situation. Bien, merci beaucoup, madame. La deuxième partie de la question, c'est pour vous féliciter, vous encourager à rester à l'Assemblée nationale. Il y a cette question qui est envoyée depuis Bamako par Saint-Pascal, plusieurs questions, mais je vais vous proposer certaines de ces questions. Que retenir en général de cette élection qui s'est déroulée le 29 avril passé? C'est l'une des questions qu'il a envoyées.
Sans doute qu'il fait allusion au résultat, puisqu'on sait très bien que au final, l'opposition au total a eu 5 sièges et que le parti au pouvoir uni a eu 108 sièges. Madame, réaction? Je voudrais répondre à la deuxième question du compatriote. Gérard? Soit aussi... Non, Gérard. Oui, Gérard, il vous félicite et vous encourage à continuer. Oui, mais il a fait une recommandation aussi qui m'amène à intervenir. Allez-y. Sa recommandation, c'était que ceux qui sont là forment un groupe parlementaire pour participer aux travaux. Alors, je voudrais saisir cette opportunité parce que je le dis et le dirai toujours. Je me sens redevable au peuple, aux électeurs, et rien ni personne ne pourra m'empêcher de rendre compte de ce qui se passe. Et lui dire, oui, ce qu'il dit est raisonnable. Que nous soyons 5 ou 3, il faut que nous ayons la possibilité de créer un groupe parlementaire. Mais c'est justement un sujet qui est en discussion au niveau du règlement intérieur. Et pour l'instant, cette demande forte que nous avons eu à faire pour que on puisse autoriser, au lieu de 1/25e que porte le règlement intérieur de la législature passée pour créer un groupe parlementaire, ce qui fait à partir de 4 et demi, mais 4 et demi, on va dire 5. Donc, au lieu de cette exigence-là, qu'on permette qu'on revienne, par exemple, à 1/40e de l'Assemblée, ce qui permettrait que les 3 qui sont présentement à l'Assemblée, s'ils se retrouvent à 3, mais qu'ils puissent avoir la possibilité de participer eux aussi aux travaux de cette Assemblée, d'avoir une voix, de se faire entendre, de faire en sorte qu'il y ait véritablement un débat. Admettre le contraire, ce serait faire le choix politique d'exclure certains des députés qui ont été élus. Et tous se valent. Mais dans le cas les 108 n'ont pas plus d'importance, plus de valeur que les 5. Au cas où cette demande ne serait pas acceptée, que ferez-vous? Il faut que cette demande soit acceptée. Il faut que cette demande soit acceptée. Et donc, nous comptons continuer à insister pour que finalement nous ayons la possibilité de constituer un groupe parlementaire, tout en espérant et tout en priant que les 2 autres collègues se joignent. Bien, merci. La question de Saint-Pascal depuis Bamako sur ce qu'on peut retenir de façon générale des élections du 29 avril. Non. Ce qu'il faut retenir, c'est que les résultats ne traduisent pas la réalité des rapports de force. Ça ne traduit pas les aspirations de l'immensité des Togolais à voir une autre équipe aux affaires, à être gouvernée autrement et à avoir une assemblée nationale qui prenne vraiment en compte les intérêts des Togolais et qui ne reste pas dans la logique tout simplement d'accompagner un régime dont les Togolais ont l'impression qu'ils ne se préoccupent pas de leur bien-être. La preuve, cette question-là de l'assainissement de nos villes. C'est récurrent chaque année qu'il y ait des parties entières de Lomé sous l'eau. Mais pourquoi? Si on avait vraiment le souci du bien-être des Togolais, on aurait trouvé un palliatif qui marche. Même s'il faut reconnaître que régler le problème de l'assainissement de Lomé en particulier
c'est une grande affaire si ce qu'on a commencé jusqu'à présent n'est pas ce qu'il fallait faire. Bien, merci madame. On va retourner au téléphone après la question de notre ami qui nous suit depuis Bamako et qui est dans le groupe, dans un des groupes des auditeurs de Pyramide FM. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? Basile. Basile, comment vous allez? Ah, ça va comme ça, comment tout douleur. Je vis très mal. Mais quand je vous écoute, je sens plutôt quelqu'un qui est très en forme, joyeux peut-être, parce qu'aujourd'hui, sa maman est en train de fêter. Ou on célèbre sa maman. Vous faites de la provocation, là, si je peux me permettre. Allô, Basile? Allô, Basile? Oui, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Allez-y. Bonjour, chers compatriotes. Comme elle a choisi de participer au débat, elle est possible une tenue. Ce qu'elle a dit, j'ai compris. Il faut qu'il soit pour nous rendre compte régulièrement. Est-ce que ceux avec qui on a affaire, eux, ils voient ça de cette manière-là? Elle-même, elle avait dit que quelqu'un a dit qu'il ne veut pas de proposants dans l'Assemblée. Donc, tout était mis en œuvre pour qu'il n'y soit pas. Bon, si c'est pas la dernière seconde, quelqu'un leur a dit de les mettre 5 pouvoirs. Si ça ne tient qu'à moi seul, ils n'ont qu'à être là-bas eux seuls. Parce qu'on sait que depuis là, il nous faut souffrir. Maintenant, vous serez comptables avec eux quand on va encore amorcer une nouvelle phase de notre souffrance, ou bien c'est comment, moi je ne sais pas. Si vous êtes d'accord que bon, vous serez comptable avec eux, parce qu'eux, ils sont conscients qu'il faut souffrir le peuple togolais, et pour cause. Est-ce que vous voulez vous associer à quelque chose comme ça? Basile. 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 Oui. Mais qu'est-ce que vous proposez? Par exemple, que madame, par exemple, boycotte. C'est ce que vous proposez. Non, je lui avais dit ça déjà. Oui. Je lui avais dit qu'ils n'ont rien à faire là-bas. Mais ce qu'elle a dit, j'ai compris ça aussi. Mais si on va écouter madame. Merci beaucoup, chers compatriotes. Je pense que vous n'imaginez pas un seul instant qu'on puisse s'associer et accompagner une gouvernance qui va prolonger les souffrances des Togolais. C'est tout à fait le contraire. C'est saisir cette tribune pour dénoncer cette gouvernance. C'est vrai que y a un plan. Le plan, c'était de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'opposants à l'Assemblée. Mais on a été obligé d'en mettre quelques-uns. Et je pense que laisser ceux qui ne veulent pas d'opposants se retrouver seuls, c'est une manière de laisser le pays entre leurs mains. Le pays appartient à tous. Et c'est à nous de continuer à nous battre pour leur arracher le pays, pour leur faire comprendre que jamais, au grand jamais, le Togo ne pourrait être abandonné à quelques-uns de ses enfants. Nous sommes tous des fils de ce pays. Et c'est pour ça que nous nous sentons, même en étant une minorité artificielle, investie du pouvoir et même plus investie. Parce que nous sommes plus proches des Togolais. Parce que notre ligne d'action correspond mieux à ce que les Togolais ont. On a compris, madame. On a compris,
Madame, et à parler, Madame, à dénoncer. On a compris, Madame, vous êtes à l'Assemblée nationale après les résultats des élections législatives. L'autre question, c'est est-ce que vos candidats qui ont été élus sur les listes des régionales, est-ce qu'ils feront la même chose? Mais ce serait incohérent. Ce serait incohérent de boycotter les assemblées régionales alors qu'on a décidé d'utiliser l'Assemblée nationale pour agir. Donc, la ligne de la DMP, c'est celle-là. Ne cédez aucun espace, Bien. ne laissez aucun espace. Merci, c'est noté. libre. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes à l'antenne, quel est votre nom? C'est depuis Vaughan. C'est monsieur? Depuis Vaughan. Monsieur? Jules. Jules. Oui. Jules nous appelle depuis Vaughan. Jules, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Jules, vous avez l'antenne, allez-y. Je voudrais saluer madame Adama. Bonjour, chers compatriotes. Vraiment, moi, c'est tout le monde qui est aussi. Nous, on a été à l'école. Nous, je dis, nous ne sommes pas des affaires politiques. On connaît quand même les temps passés. L'Afrique avec des pareilles choses. Mais aujourd'hui, les pays-là sont revenus à la République. Faire le cas de Centrafrique. Où le Qatar peut le pouvoir, il fait de tout jusqu'à il s'est déclaré empereur. Empereur là, c'est un roi, ça. Ça dit l'Ouganda. Mais aujourd'hui, ces pays sont revenus en République. Donc, c'est pour vous dire que ne vous découragez pas. C'est-à-dire seulement, c'est vous, notre génération, qui sont en train de gâter, mais c'est-à-dire, nos enfants vont revenir un jour à la conscience de 1990. Donc, vous ne vous découragez pas. Le temps est là. Ils ont tout, mais que la provision veille sur le peuple de voler. Un jour, une génération a revenu ce qui s'est fait, que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Ne vous découragez pas. Merci Jules pour vos encouragements à Madame Brigitte Adjamago Johnson. Après Jules, un autre auditeur au téléphone. Allô, bonjour. Allô? Oui, vous êtes à l'antenne, quel est votre nom? Paul. Paul. Paul, allez-y. Oui, madame, le journaliste posait la question de savoir si la main n'est pas à un nombre pour constituer un groupe parlementaire. Qu'allez-vous faire? Vous n'avez pas résolu, vous n'avez pas répondu. Parce que vous pouvez avoir de foi ou bien de l'œil regardant que lorsque vous êtes dans un groupe parlementaire, et déjà vous êtes trois. Le règlement intérieur passé ne permet pas que vous soyez dans un groupe parlementaire. Si le fait que vous faites pour constituer un groupe parlementaire à trois, si ça ne tient pas, à quoi bon que vous soyez encore là? Bien, merci Paul pour votre intervention. Madame? Je comprends le compatriote. Il est en colère et il est dépité. Mais on ne peut pas par dépit agir en politique et précisément concernant ce sujet dont nous discutons. Si nous agissons par dépit, ça veut dire que nous abandonnons une possibilité de mener la lutte. Et ça veut dire que nous avons une alternative qui marche parce que nous ne pouvons pas abandonner la lutte. Et donc, je le comprends. Je voudrais l'exhorter à se surpasser et à voir objectivement comment on pourrait poursuivre cette lutte-là. Et une manière de les poursuivre, c'est justement en étant dans cette assemblée de dire, mais est-ce que c'est normal que dans une assemblée, qu'il n'y ait pas de groupe parlementaire, qu'on entende que des députés d'une même sensibilité?
Mais si nous faisons ça, mais ça veut dire que nous montrons au monde entier qu'on n'est pas un pays démocratique. C'est ce que nous montrons. Est-ce que le régime veut assumer ça maintenant? Mais les élus unis vont se parler entre eux, vont débattre entre eux, pendant que nous allons les regarder la main au menton. C'est pour ça. Donc c'est une option que vous ne pensez pas plausible? Non, c'est pour ça qu'on se bat. C'est à la limite, c'est un droit pour cette minorité-là d'avoir, elle aussi, une tribune pour s'exprimer. Et nous entendons faire en sorte que cette disposition-là du règlement intérieur, qui n'est pas enfermé dans du marbre, que ça soit revu. Bien, et c'est l'exercice que nous faisons. C'est le moment de le revoir comme d'autres dispositions. Vous parlez des dépits en écoutant l'auditeur passer. On a lu un certain nombre de commentaires sur les réseaux sociaux et ces commentaires peuvent aussi peut-être être rangés sur ce que vous appelez les dépits. Certains pensent que les élections n'ont plus de sens dans le pays, mais la question qui se pose, c'est qu'après les élections actuelles, là, celles qui viennent d'avoir lieu, sans doute l'année prochaine ou prochaine, je ne sais plus, il va y avoir des élections communales. Je me demande, qu'est-ce qui va se passer? Merci beaucoup. Merci de poser cette question. Et ça fait partie des défis que le Togo et que cette assemblée doit aider à relever. On ne peut pas laisser les choses en l'état jusqu'aux prochaines élections avec ce qui s'est passé là. Et c'est grave. C'est grave pour le régime. J'espère qu'il comprend ce qu'il a fait là où on est rendu de par ses agissements. Quand la majorité des Togolais pensent que les élections ne servent plus à rien et que d'abord il y avait une partie infime qui a fait l'effort, qui a bien voulu croire encore à ces élections et qui a daigné y participer. Mais ce qui est grave, c'est que même ceux-là qui ont fait l'effort le 29 avril dernier, eh bien, la prochaine fois, on ne leur donne plus aucun argument pour qu'ils puissent sortir voter. Donc, nous sommes au pied du mur. Le régime nous a mis au pied du mur. Ce pays est malade. Il y a beaucoup de sujets conflictuels qui font que nécessairement, quand on pense à ces élections, quand on pense à la constitution conflictuelle, quand on pense à l'état du social, à l'état dans lequel se trouve le pays, dans lequel se trouvent les Togolais, tout ça fait dire qu'il nous faut absolument une concertation nationale. Et je comprends ce qui a été exprimé la dernière fois par le Quai d'Orsay, quand on lui a posé des questions sur le Togo. Ce qui se passe nous concerne, nous, avant tout, Togolais, mais il se fait que, si on veut être responsable, aujourd'hui, nous en appelons à ces concertations-là. On ne peut pas penser qu'on va appliquer de force cette constitution qui est un coup de force. On ne peut pas penser qu'on va maintenir le statu quo et appeler les Togolais de nouveau à d'autres élections. On ne peut pas penser que les Togolais, on va les laisser survivre avec autant de souffrance. Il est temps qu'on aille tous au chevet du Togo qui est malade. On ne peut pas faire comme si tout allait bien. Bien, merci madame. Ce n'est pas possible. Votre demande là, et on l'a écouté également venant d'un certain nombre de partis politiques, mais est-ce que c'est pas trop tard? Pourquoi pensez-vous que ce soit trop tard? Pourquoi? Parce que vous pensez que ça va faire du bien au Togo que de foncer, de vouloir parachever
le coup de force électoral Mais ceux qui sont... en mettant en place de nouvelles institutions envers et contre le peuple. Vous parlez de coup d'État. C'est de la folie. Vous parlez de coup d'État, vous parlez de folie, mais ceux qui sont les porteurs de ce projet parlent de plus de démocratie, sans doute, ou de plus de développement plutôt. Est-ce que ça passe quelque chose aussi ils sont dans l'instrumentalisation et dans la manipulation. Et il faut qu'ils se disent que tout a une limite. Tout a une limite. On ne peut plus continuer. Pour la Constitution, il y a une manifestation cet après-midi à Konyedi. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Elle est bienvenue. C'est organisé par Nova International. Elle est bienvenue, je comprends. Est-ce que vous seriez à Konyedi? Écoutez, ce que je voudrais dire, c'est que c'est une très bonne initiative. Mais ce que je veux déplorer, c'est que ce soit une initiative isolée dans un contexte où on sait que dans la grande communauté des partis politiques et des organisations de la société civile qui veulent la démocratie et qui sont contre la manière dont on veut enlever aux Togolais le droit de choisir leur premier dirigeant, nous sommes nombreux. Il y a une diversité. Et la diversité doit être perçue comme une richesse. Il faut une initiative qui implique toute cette diversité d'acteurs-là. C'est le conseil que je veux donner. C'est ce que je veux dire avec force. À la DMP, nous n'avons pas été impliqués. À la coalition ne touche pas à ma constitution, nous n'avons pas été impliqués. Mais nous reconnaissons le bien fondé de cette action et nous appelons tous les Togolais à y aller pour montrer que nous sommes contre cette constitution-là, promulguée le 26 mai 2024. Il nous reste encore 4 minutes. Certaines des questions touchent à la saison des pluies. Vous en avez parlé un peu. Madame, je ne sais pas, vous habitez où? J'habite à Gbalepé-Doban. Est-ce que juste à côté. Ouais. Est-ce que vous avez des soucis d'inondation? Eh bien, à l'allure où ça va, il faut anticiper. Si ça continue et qu'on ne trouve pas de solution, eh bien, c'est tout Lomé qui finira par être prise, je voulais dire. Et donc, nous avons intérêt à trouver des solutions durables très rapidement à ces inondations-là. Quand on parle de solutions, à un certain moment donné, on a pensé que Agoué était sorti d'affaires avec les nouvelles routes, avec les rétentions d'eau. Mais force est de constater qu'avec la grande pluie de ce samedi, Agoué était méconnaissable aussi. Est-ce que ces travaux, justement, ont été faits conformément aux normes, aux standards? C'est ça le problème. Parce que les spécialistes impliqués dans ces travaux-là devraient anticiper sur l'effet de ces nouvelles routes goudronnées sur l'environnement. Est-ce qu'on a fait les choses dans les normes? Il faut reprendre et rattraper rapidement ce qu'on a, on a fait de mal de manière à arrêter les souffrances des populations. Et c'est urgentissime. Nous n'en sommes qu'au début de la saison des pluies. Et voyez déjà les dégâts qui sont enregistrés. Quand on écoute ou quand on lit les commentaires sur les réseaux sociaux, certains veulent inclure ce qui se passe là dans tout ce qui se fait ou se fait un peu dans la sous-région, notamment que cette sous-région est soumise à des intempéries assez fortes, avec des vents violents parfois. Pour ce qui concerne le Togo, là, vous appelez à ce qu'un certain nombre d'actions ou d'actes soient posés. Mais au-delà de la situation conjoncturelle, les changements climatiques impliquent un certain nombre d'actes venant également des populations, des acteurs de premier plan au niveau du gouvernement. C'est des questions qui ne sont pas assez prises en compte quand on évoque les changements climatiques. Certains pensent
que nos pays ne seront pas touchés. Visiblement, là, on a l'impression qu'avec ces vents qui accompagnent les pluies désormais, nos pays sont exposés. Oui, c'est un problème sérieux et justement, ça nous impose d'accorder une priorité, une importance à ces questions-là et de trouver des solutions. C'est clair, la nature est là, il y a l'impact de l'action des hommes aussi sur cette nature. Ben justement, il appartient aux gouvernants de prendre des mesures pour trouver des solutions aux effets de la nature, aux effets du changement climatique, mais aussi d'emmener leurs concitoyens à se sentir responsables aussi et à avoir des comportements responsables. L'impulsion pour des changements de comportement, ça doit arriver des gouvernants. Voilà. Quelques secondes, madame, pour conclure, notamment ce jour, dimanche, fête des mères. Sans doute que vous avez un message, je ne sais pas, spécial pour les mères. Je veux vous remercier vraiment de m'avoir invité en ce jour précisément et je me félicite d'avoir répondu positivement à votre appel parce que c'était pas évident. Je m'en réjouis a posteriori et donc je voudrais redire à mes compatriotes, redire à ceux qui sont à la tête de ce pays que ce qui s'est passé le 29 avril 2024 ne nous honore pas. Ça n'a fait qu'aggraver nos problèmes. Ce qui s'est passé avec le processus d'adoption d'une nouvelle constitution envers et contre le peuple est inacceptable. Ça aussi, ça n'a fait qu'en rajouter à nos problèmes. Nous avons un Togo plus malade encore depuis le 29 avril et depuis la promulgation de cette nouvelle constitution. Hâtons-nous de nous mettre au chevet du Togo à travers une concertation nationale. Ne faisons surtout pas la politique de la fuite en avant. Bien, merci. Et aux Togolais, armons-nous de courage. Merci beaucoup, madame, pour cette combat. conclusion. Merci d'être venu, je rappelle. Brigitte Adjamagbo Johnson, coordinatrice de la DMP, secrétaire générale de la CDPA, députée à l'Assemblée nationale. L'émission s'achève. Merci à Romaric Freitas pour la mise en onde technique. L'émission sera rediffusée d'ailleurs tout à l'heure à partir de 19h. Je suis Pierrot Atiogbe. Au revoir.